Vous saluer d'être venu à ce premier point de presse. Moi, je suis très heureux, bien évidemment, d'être là, à vos côtés, en face de vous, pour répondre à des questions, parce que vous êtes à l'extérieur, nous sommes à l'intérieur. Vous arrivez sur l'événement, nous étions donc avec le CNO préparateur de cet événement, certainement que vous avez beaucoup d'interrogations à ce sujet-là, et c'est avec un grand plaisir que nous y répondrons. Le sommet de Kinshasa a été un long cheminement, vous l'avez entendu dans différents discours. Et aujourd'hui, les travaux des instances sont entamés, avec notamment le Conseil permanent de la francophonie, qui est toujours la première des instances dans l'organisation d'un sommet. Elle est incontournable. Ce Conseil permanent réunit l'ensemble des chefs d'État et des représentants personnels des chefs d'État et de gouvernement, pour préparer déjà les instances supérieures que sont la conférence ministérielle de la francophonie qui se tient aujourd'hui ce 11 octobre et le sommet des chefs d'État prévu les 13 et 14 octobre prochains. Bien sûr, les ordres du jour également sont vus, revus au niveau de ces différentes instances, mais cela peut au moins orienter quant au contenu des travaux de ce 14e sommet de la francophonie de Kinshasa. Alors, ceci dit, bien évidemment, comme le commissaire général, je suis à votre écoute aussi pour répondre à vos questions. Je vous remercie. La presse locale n'est pas là. J'ai comme l'impression qu'on ne communique pas assez. Les confrères ne sont pas informés. Je ne sais pas qu'est-ce que vous envisagez comme Conseil des ministres. Et quelle place le sommet va faire à ces questions de conflit, notamment le Mali? C'est d'abord dans le même sens que mon prédécesseur, mais en ce qui concerne la situation. Il y a, à ma connaissance, une vingtaine, un peu plus de la vingtaine de chefs d'État. Mais je pense que les véritables statistiques ne seront réellement, je dirais, à notre portée quand les voyants arriver. Parce qu'il y a aussi des annonces qui sont faites en dernière minute. Nous ne pouvons pas faire la loi à un chef d'État. Et donc, c'est à la dernière minute, lors de l'accueil, et peut-être ce soir, lorsque nous aurons le plan global des arrivées des aéronefs, que nous pourrions vous donner ces précisions. Fort heureusement, ce premier point de presse n'est pas le dernier. Et notre point de presse prochain, peut-être demain matin, nous pourrions vous donner toutes les précisions en ce qui concerne cette question. En ce qui concerne la question des informations sur la presse locale, sur le programme global, c'est juste une question de dysfonctionnement que nous pourrons régler tout à l'heure. Nous pourrons vous passer la documentation nécessaire sur le programme. Effectivement, vous avez raison, ce serait bien que ça soit publié pour que notre public puisse suivre ce qui se passe, même si les instances restent bien sûr au niveau des délégations officielles, au moins qu'ils sachent qu'est-ce qu'il y a eu comme déroulé de programme pendant la journée. Je pense que s'agissant de la situation du Mali et la situation de l'Est du Congo, je préfère que le Conseil politique réponde. Je crois qu'il a eu il a les éléments nécessaires sur le suivi de ces deux dossiers. Voilà, je pense aussi que, bien sûr, suite à la remarque qui a été faite concernant la présence de la presse, les services de communication du CNO d'une part, plus particulièrement d'ailleurs du CNO, plus que la direction de la communication de la francophonie, devra diffuser très largement les points de presse prévus ultérieurement pour que le maximum de vos confrères puissent bien évidemment y assister.
Mais il n'est pas trop tard. Nous venons juste de démarrer les premières instances avec le Conseil permanent d'hier. Les choses sérieuses, je dirais, commencent peut-être aujourd'hui avec la réunion des ministres. Je le dis en pensant aux questions qui ont été soulevées, notamment la crise au Mali, notamment le conflit réel aussi RDC-Rwanda, la situation dans l'est du pays. Mais je confirme tout de suite que ces questions, bien évidemment, sont au cœur des préoccupations des délégations qui seront réunies autour de la table. On ne peut pas, ici à Kinshasa, faire un sommet de la francophonie, parler des crises en Afrique, dans le monde, donc dans l'espace francophone, sans évoquer la crise la plus proche, la plus immédiate, pour laquelle pas seulement les pays des Grands Lacs, l'Union africaine, la SADC, l'ONU également s'attachent à trouver des solutions. Bien évidemment, les chefs d'État en parleront. Je voudrais surtout signaler l'opportunité que nous aurons à l'occasion de ce sommet, notamment dans la première journée du samedi 13, dans un huis clos entre chefs d'État et de gouvernement, l'opportunité que nous aurons entre chefs d'État et de gouvernement de parler de cela de fond en comble. Vous savez, parler dans les grandes réunions internationales, c'est une chose, mais parler en huis clos fermé, avec la médiation d'amis, selon les principes de la francophonie, à mon avis, sont des choses qui peuvent aider à rapprocher des positions, notamment la RDC avec son voisinage et plus particulièrement avec le Rwanda. Parce que vous savez, c'est toujours une thèse et une antithèse. Et je crois que le 14e sommet peut beaucoup servir à d'abord clarifier, mais aussi rapprocher ces deux positions. Le Mali, au cœur également des préoccupations de toute la communauté internationale. Les choses évoluent, aussi bien aux Nations Unies qu'ailleurs. Mais je suis persuadé aussi qu'ici, avec la présence de la délégation de l'ONU, qui sera également dans les réunions politiques, la crise malienne sera abordée donc sous tous ses angles. Donc la place des conflits est une place avérée. Cela a commencé avec les représentants personnels, ça le sera encore davantage avec ceux qui ont en charge la politique étrangère de leurs pays respectifs, et bien évidemment la pointe avec la réunion des chefs d'État les 13 et 14 à venir. Le président Bongo lui-même, c'est un événement qu'il a estimé qui devait être minimisé. Et je pense qu'il n'a pas tout à fait tort. La francophonie, l'Organisation internationale de la francophonie, a toujours insisté sur le respect de la diversité des langues. Le respect, la coexistence pacifique entre langues. Si le Gabon avait quelques retards en cette matière, c'est tout à fait normal que le Gabon puisse résoudre son problème. Dans un pays comme la RDC, où vous êtes actuellement, l'anglais est au programme depuis les années 60. Depuis les années 60, les lycéens apprennent pendant 6 ans l'anglais, et cela à partir de la langue française qui est la langue officielle. L'avant-dernière question de la RTNC portait sur le point de vue du chef de l'État français. Je pense que attendons de le voir arriver et écoutons-le. Donc, cette question porte essentiellement sur les rapports bilatéraux entre la France et la RDC. Nous sommes ici francophonie, nous sommes essentiellement dans le multilatéral. Et donc, dans ce contexte-là, en tant que francophonie et en tant que comité national d'organisation, nous avons le devoir d'accueillir chaleureusement tous les chefs d'État membres de notre organisation qui arrivent, notamment le président François Hollande. Mais s'agissant des aspects bilatéraux, je pense qu'il n'y a rien qui presse. Il arrive, il parlera à son homologue, il parlera aux autres chefs d'État. Et comme l'a dit tout à l'heure le conseiller spécial, il y a le huis clos. Je pense qu'attendons d'avoir les informations plus fiables en cette matière. Je sais qu'il y a eu une réaction également
de la République démocratique du Congo en la matière, ce qui démontre très bien que, ne mélangeons pas le genre, il y a une intervention, une réplique dans le cadre bilatéral, ce qui n'est pas de notre propos ici, mais nous sommes dans le cadre multilatéral, ceci est une autre question. S'agissant de la candidature du Sénégal, je pense que le conseiller spécial est beaucoup mieux placé que moi, à la fois en tant que président du comité de pilotage et des sommets, mais aussi en tant que Sénégalais. Donc il va pouvoir répondre à cette préoccupation. Enfin, j'y répondrai pas en tant que Sénégalais, mais plutôt en tant que responsable des instances, simplement pour préciser que ce point d'ordre du jour, Abdoulaye, est prévu l'examen de ce point le dimanche matin. Donc jusqu'à maintenant, cette question n'a pas été abordée. Elle n'est pas de la responsabilité des représentants personnels, ni de celle des ministres, uniquement des chefs d'État et de gouvernement, à peu près vers la fin du sommet. Donc il faudra attendre dimanche pour en savoir plus. Bien sûr, la question RTNC, vous comprendrez que le commissaire général a plus de latitude que moi pour répondre à ces questions, parce que je ne me prononcerai jamais sur les paroles de nos chefs d'État et de gouvernement, de quelque bord que cela vienne. Concernant le Gabon, toutefois, je voudrais un peu préciser. Cette affaire a été un peu gonflée, mais elle ne devrait pas avoir cette envergure. Dans la francophonie, vraiment, on vit sans aucune frilosité par rapport à la première de toutes les langues parlées, à savoir l'anglais, par rapport aux 7 autres langues qui viennent même avec l'anglais avant le français comme langue parlée dans le monde. Notre effort porte sur, bien évidemment, le maintien du français, son enseignement, sa diffusion, mais surtout sur le respect de la diversité linguistique. Nous souhaitons que dans des enceintes internationales, avec la propension très forte d'user de l'anglais, de parler l'anglais, que de plus en plus, ces mêmes institutions internationales, les rencontres internationales, rayent de la carte la langue française, et là, nous nous battons contre. Nous nous battons contre. C'est vraiment des progrès énormes sur ce plan-là qui sont faits. Et je crois que dans ces mois et années à venir, on va devoir peut-être organiser une meilleure communication. Parce qu'au-delà de la solidarité qui lie les chefs d'État et de gouvernement, qui les amène à l'occasion des sommets à échanger sur les questions politiques, économiques et de coopération, il y a aussi ce que nous faisons pour l'ensemble des locuteurs francophones dont vous êtes, dont sont également les consommateurs de vos papiers, de vos articles, notamment la présence de la langue sur 2 scènes particulièrement médiatiques, à savoir la scène politique et la scène sportive. Quand je dis la scène politique, c'est nous qui avons en charge, en rapport avec toutes les organisations internationales qu'il y a dans le monde, de veiller à ce que, lorsqu'une rencontre internationale est convoquée ou se tient, que les documents soient diffusés en anglais, dans quelque autre langue que ce soit, mais également en français. Que l'interprétariat en français également puisse être assuré. Ce n'est pas pour les fonctionnaires internationaux, qui globalement parlent tous plus ou moins l'anglais, mais c'est surtout pour les citoyens de nos différents pays membres qui peuvent, avec leur technicité, leur savoir, leur expérience, apporter aussi leur pierre à l'édifice dans les consultations internationales. Nous avons nos représentations dans les grandes places internationales comme à New York, à Genève, à Addis Abeba, mais aussi en Asie, dans les Caraïbes, etc. Ceci pour la politique. À l'ONU, bien évidemment, où nous avons le groupe des ambassadeurs francophones, qui est un groupe extrêmement percutant, qui regroupe 63 représentants personnels de chefs d'État et de gouvernement. C'est un groupe qui est consulté dans la permanence, parce que Nations Unies, c'est 192 pays. Lorsque vous avez 63 ambassadeurs qui se réunissent, qui se concertent, qui harmonisent et choisissent une position, bien évidemment, c'est toujours très utile pour autant de pays qu'il y a dans l'organisation qui aspirent, qui a entré au Conseil de sécurité, qui a déposé une résolution et l'a fait voter,
qui a aspiré à l'entrée dans quelque organe technique ou agence des Nations Unies que ce soit. Je ne vais pas les énumérer, mais cette magistrature d'influence de la francophonie a permis l'élection de bon nombre de ressortissants de pays francophones qui sont aujourd'hui à la tête des institutions internationales. Ça, c'est le côté politique. Il y a le côté sportif. Ça aussi, c'est le secrétaire général qui a très tôt initié un rapprochement avec le Comité international olympique, un rapprochement avec la deuxième fédération telle que nous la considérons au monde, c'est la FIFA, un rapprochement avec la troisième fédération que nous avons également prise en compte, c'est la fédération d'athlétisme, l'IAAF. Et tout cela pour veiller à ce que la langue française soit utilisée dans toutes leurs grandes rencontres internationales. On n'y est pas encore arrivé pour l'IAAF, qui est très, très anglophone encore, quand bien même son président est sénégalais et francophone. On n'y est pas encore tout à fait arrivé avec la FIFA, mais il y a une vraie ouverture aussi, quand bien même son président est suisse et francophone. Et là, on y est arrivé, on a ouvert une brèche avec le CIO. Vous avez dû vous rendre compte que depuis Pékin, les jalons qui étaient posés depuis Athènes 2004 ont porté leurs fruits. Vous les avez constatés et à Pékin et à Londres, où subitement, vous avez vu sur les tableaux magnétiques s'afficher d'abord l'annonce en français, ou bien même l'annonce, donc l'annonceur, le micro, teneur de micro dans le stade, l'obligation de parler d'abord en français, ensuite en anglais et ensuite dans la langue locale. Parce qu'il y a une convention globale que le secrétaire général de la francophonie a signée avec Jacques Rogge, président du CIO, pour que la charte olympique et son article 23, qui prévoit que le français et l'anglais sont les deux langues de l'olympisme, soient appliquées en tout lieu, partout où se déroulent des organisations de la famille olympique. Nous, maintenant, qui sommes les mandataires, ou les mandatés, pardon, du secrétaire général, au contact du comité d'organisation, c'était le BOCOG, avec Luchi au niveau de la Chine, ou bien le LOCOG avec Sébastien Coe au niveau de Londres, nous signons également une sous-convention pour veiller à l'application de cette convention globale, pour dire que le français doit être à l'aéroport, dans la signalétique de la ville, dans la signalétique du village, également qu'il y ait des hôtesses qui parlent le français, qui relaient le français, qui interprètent en français, et que dans l'enceinte olympique, les annonces soient faites en français, obligatoirement. Le consommateur, il est surpris de voir simplement, mais ce n'est pas évident du tout. Par contre, nous avons l'avantage, c'est ça les atouts que nous avons un peu utilisés, d'avoir à la tête des 3 plus grandes associations sportives du monde, 3 francophones. Et Jacques Rogge qui est belge, avec son siège à Lausanne, pays francophone, et également Sepp Blatter qui est suisse, avec son siège à Zurich, qui est également pays francophone, et Lamine Diack qui est sénégalais, avec son siège à Monaco, qui est également pays francophone. Et ces éminentes personnalités nous aident beaucoup à la promotion de la langue dans ces enceintes. Voilà un peu. Maintenant, pour dire simplement que le problème n'est pas de se battre contre l'anglais. Hein. D'ailleurs, l'anecdote, j'étais au Rwanda, je crois, chez Kagame, avec le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, c'était Charles Mourigandé, qui disait oui, mais nous, on va aller au Commonwealth. Je dis, mais écoutez, Charles, allez-y. Si vous avez des problèmes pour être accepté au Commonwealth, et puis dites-le au secrétaire général, il va vous aider à y entrer. Parce que nous avons 10 autres pays déjà, Chypre, Maurice, le Cameroun, le Canada et j'en passe, qui sont membres et de la francophonie et du Commonwealth. Et le meilleur partenariat que la francophonie développe aujourd'hui avec une organisation linguistique, c'est avec le Commonwealth de Londres, avec une convention en bonne et due forme qui prévoit chaque année que les 2 secrétaires généraux, c'était McKinnon à l'époque et Sharma aujourd'hui, avec le secrétaire Abdou Diouf, se réunissent alternativement à Londres et également au niveau de Paris. Voilà, pour dire que le côté gabonais, le problème gabonais n'est pas un problème réellement pour nous. Hein. Bien. La première préoccupation portait, en dépit de quelques difficultés que nous avons eues avec notre Forum francophone des affaires, nous avons tenu à organiser un forum économique qui a eu lieu il y a quelques jours, ici à Kinshasa. C'est donc pour affirmer et confirmer l'importance de cette option. Je pense que dans la déclaration de Kinshasa, qui est donc soumise aux instances pour le moment, je crois savoir qu'il va y avoir un volet
portant sur la francophonie économique. C'est pour affirmer et confirmer que cette option reste fondamentale. C'est vrai que notre organisation est une organisation jeune. Nous avons construit depuis des années la francophonie culturelle, depuis 1970. Nous construisons la francophonie politique depuis 1986 avec le premier sommet. Mais maintenant, nous sommes tous conscients qu'il faut mettre en place ce troisième volet qu'est la francophonie économique. En ce qui concerne la question du français, c'est très intéressant ce qui a été dit. Je crois que c'est vrai qu'il faut ajouter à cette question un certain militantisme. Et là, je pense que ce qui a été dit par Télé 7 me paraît quelque chose de très important. Nous devons affirmer notre langue où que nous soyons. Et nous demandons, et je pense que c'est le combat de notre secrétaire général, que cette affirmation se fasse partout et par tout le monde. Et nous considérons, et le secrétaire général a dit le 20 mars dernier, que la francophonie est une chance, notamment parce que les francophones sont, pour la plupart du temps, portés à pratiquer le multilinguisme, au moins le bilinguisme. Mais nous constatons effectivement qu'il serait bon, il serait temps que ceux qui parlent uniquement l'anglais s'intéressent à d'autres langues, parce qu'on se rend compte de plus en plus qu'ils ont quelques difficultés. Voilà la situation de l'Afrique de l'Ouest, où nous avons le Ghana et le Nigeria qui se trouvent entourés par des pays francophones et qui ressentent le besoin de s'ouvrir aux Français. L'Afrique du Sud aussi un petit peu, puisqu'ils veulent absolument avoir une ouverture sur le reste de l'Afrique. Et donc, de plus en plus, il est question de la langue française. Il y a donc là un travail qui doit se continuer. Certes, la RDC a raison de faire un constat. L'expansion d'une langue n'est pas liée exclusivement au dynamisme interne de la langue, mais c'est aussi essentiellement lié à des questions extra-linguistiques. C'est le poids politique, c'est le poids économique des locuteurs d'une langue qui finit par faire imposer cette langue. D'où l'importance également pour nous dans la francophonie et pour la bonne défense de notre langue, de penser précisément à ce que, comme on l'a dit, la francophonie économique se mette en place, que les hommes d'affaires, que les affaires au niveau des pays francophones puissent être un élément capital, et nous verrons certainement la langue française avoir beaucoup plus de confort lorsqu'il est question de l'expansion. Je pense que en la matière, la République démocratique du Congo a justement un rôle important à jouer dans l'expansion de la langue française. C'est la langue officielle. C'est un des grands pays africains. Je crois que c'est le deuxième après l'Algérie, elle-même francophone, même si elle ne fait pas partie de l'organisation. Il y a le poids économique potentiel par les ressources naturelles nombreuses. Il faut donc que la RDC joue pleinement son rôle dans ce domaine pour donner à la langue française une place de plus en plus importante lorsqu'il est question des questions économiques et commerciales dans le monde. C'est ce que je pourrais dire à ce sujet. Je vais peut-être compléter un peu pour dire simplement que ces deux questions illustrent, enfin les trois dernières questions illustrent deux choses. La première du représentant donc de Télé 7, c'est qu'il y a de vrais militants de la francophonie de la langue française, et je crois que
le secrétaire général serait très heureux de vous entendre. Donc Freddy, il faudra le présenter au secrétaire général, parce qu'il aime bien compter ses grands militants sur toutes les latitudes. Alors les deux autres questions liées à l'économique et à notre faiblesse parfois sur le plan scientifique dans d'autres domaines, on est loin d'être une organisation parfaite. La faiblesse dans l'économique est une réalité. Mais cela renvoie à l'évolution dans le temps de l'organisation. Au début, n'était que la culture, l'éducation. Et comme l'a rappelé le commissaire général tantôt, en 1986, l'incursion de la politique avec le sommet des chefs d'État et de gouvernement. Mais Abba Sidi, qui était à Québec, sait bien que sur l'économique, il y a déjà des premiers frémissements. Les patrons des chambres de commerce qui commençaient à se réunir, différents corps professionnels de la même manière. Il y a 2 semaines, Freddy a dû l'apprendre, lui qui vient du Maroc, que le secrétaire général était à Marrakech pour lancer encore un réseau des banques francophones. Et vous avez entendu le président de la République française, déjà dès son arrivée au pouvoir, parlant de la francophonie, insister sur la nécessité de développer une francophonie économique. Je crois que toutes ces volontés qui s'expriment, et les nécessités aussi de l'heure, feront forcément que peut-être un 3e volet d'une dimension économique énorme de la francophonie devra être développé pour ne pas perdre du terrain, ou bien alors gagner du terrain sur les autres. Maintenant, modestement, je dois dire aussi que le problème n'est pas de nous comparer à l'anglais. Vous savez, on est bien sur les 5 continents, c'est certain, mais avec 220 millions de locuteurs francophones sur une population globale du monde de 7 milliards. Si vous rassemblez l'ensemble des pays membres de la francophonie, nous sommes à 890 millions d'habitants, mais toujours sur une population globale de 7 milliards. Bon, il faut, dans ces mêmes pays, et ça c'est les engagements que les pays membres prennent en adhérant à la francophonie, que l'enseignement du français soit vulgarisé, qu'on l'enseigne plus et davantage. Je vous ai parlé tantôt des efforts aussi que votre organisation déploie au plan international pour asseoir la présence de la langue dans les enceintes internationales, pour augmenter bien évidemment son attrait. Voilà, ça, on y travaillera bien sûr plus fortement. Mais il ne s'agit pas de rivaliser avec. C'est vrai que lorsque les statistiques sortent, mais ça sort d'où aussi, hein? Vous savez, quand c'est le Times Magazine qui sort, ou bien le New York Times, etc., avec ces statistiques, on peut regretter, en France, parfois certains grands organes n'aient pas également autant de culot, et puis publier également leurs statistiques, leurs appréciations concernant leurs propres écoles, dont la plupart d'entre nous sortent. Idem pour la Belgique, idem pour la Suisse, et j'en passe. Et pourquoi prendre toujours en référence ce qui sort de Cambridge, ce qui sort de Yale, ce qui sort de Stanford et ailleurs? Nous connaissons bien. Nous y avons étudié aussi. Moi, je ne peux pas dire que je suis plus fier de ce que j'ai fait à New York en études que de ce que j'ai fait à Paris, à la Sorbonne, en études. Et pourtant, les 2 universités sont prestigieuses. De toute façon, Columbia à New York ou ici la Sorbonne, je ne pense pas avoir mieux appris là-bas qu'à Paris. Mais il faudrait peut-être que la presse française aussi suive et publie de manière très ouverte aussi ces statistiques, aussi le catalogue de ces grandes écoles dans lesquelles nous sommes pour la majeure partie formés, en communion peut-être avec la Belgique, la Suisse, le Luxembourg, etc. Et l'université de Dakar, cette vieille université de Dakar, d'où sont sortis énormément de cadres africains aujourd'hui. Je pense que ces cadres sont des cadres de très bonne qualité. On peut également les citer en référence. Nos universités, de plus en plus, qui se multiplient à l'infini. Voilà ce que je voulais dire sur ces questions, bien sûr sur l'économique, mais surtout vous dire très modestement que nous sommes loin, loin, loin d'être parfaits, bien évidemment, mais nous avons des orientations très claires et les autorités politiques aussi ont pris fait et cause pour certaines faiblesses qu'il faut absolument rattraper. Alors, s'il n'y a pas de questions, moi, je voudrais vraiment, ici, comme président du comité de pilotage, ayant à mes côtés le pendant, le commissaire général en charge de l'organisation des sommets, vous dire, avec tous mes collègues qui sont dans le comité de pilotage, certains sont là, d'autres n'y sont pas. Le bonheur que nous avons eu de travailler avec ce comité national préparatoire du sommet de la francophonie ici. Le sommet n'est pas encore terminé, donc ce n'est pas l'heure de tirer des bilans.
Mais la lecture que je voudrais faire, et celle-là, personne ne me l'enlèvera, lorsqu'il s'est agi de sommet, l'OIF s'est présenté ici avec des prérequis techniques, des normes à respecter par rapport aux précédents sommets, par rapport aux références qui ont été élaborées, votées, adoptées par nos chefs d'État, de gouvernement, voire nos ministres. En arrivant ici, après la candidature validée, acceptée de la RDC, nous en avons parlé avec les principaux responsables en leur disant, voilà, organiser un sommet comme il le faut. En l'occurrence, un aéroport de niveau, des accès également comme il le faut, mais surtout des salles de conférence, des salles de réunion, des bureaux fonctionnels, etc. Et c'est sur ça que je voudrais porter témoignage pour dire, saluer l'effort énorme qui a été fait par le gouvernement de ce pays pour répondre à nos normes, aux prérequis techniques de l'Organisation internationale de la francophonie. Et je le dis de manière affirmative aussi, tout ce qui est requis pour organiser un sommet tel qu'on l'a fait ici et là, sur les 5 continents tel que cela s'est passé jusqu'à maintenant, aujourd'hui est au rendez-vous. Il reste aux politiques de faire leur boulot, de faire leur travail. Le commissaire général a dit déjà qu'il y a, c'est vrai, confirmation d'une vingtaine de chefs d'État. Alors, comprenez par là peut-être de président de la République. Mais vous savez qu'un Premier ministre du Canada vaut au moins un président de la République, parce qu'il faut y intégrer également les premiers ministres, n'est-ce pas? Des gouvernements participants comme des autres États. Et je faisais un décompte ce matin pour être vers 26, 27 déjà, en attendant bien évidemment les ultimes confirmations, parce qu'il y a des annonces, à mon avis, qui devraient nous mener valablement vers une trentaine de chefs d'État et de gouvernement, tels que nous l'avons vécu dans les sommets précédents. Ce serait une très bonne moyenne en tout cas. Ça, je le pense et je l'espère. Mais avec ce dernier mot, je voulais surtout rendre hommage vraiment à ceux qui ont eu la responsabilité d'organiser ce sommet. Le comité national présidé par Tchibanda, mais surtout dirigé par le commissaire général, le gouvernement de la RDC qui a fait son travail et qui nous a offert un cadre dans lequel nous pouvons valablement organiser un sommet, sans qu'il y ait le moindre reproche aux organisateurs ou aux pays hôtes. Ça, je voulais aussi l'attester très fortement. En attendant le plaisir, bien sûr, de vous revoir. Isabelle, Virginie, c'est demain? Demain à la même heure. Alors, passez le message, monsieur de Télé 7 et d'autres également de la presse nationale, à vos autres confrères, n'est-ce pas, pour leur dire que demain, à la même heure, nous serions disposés à échanger encore avec vous. Autant que possible, vous ne donnez pas des scoops, mais vous informez un peu plus sur ce qui se passe dans le sein des saints des ministres des Affaires étrangères qui tiendront leur réunion aujourd'hui dans la journée. Ou la région est du Congo, pas seulement la Syrie, parce qu'ils en parleront. Nous avons un éminent représentant qui nous vient de cette région. Le Premier ministre, M. Mikati, nous fait l'honneur d'être présent également. Nous entendrons parler aussi de Madagascar, mais nous entendrons parler d'autres pays aussi en crise, mais qui sont suspendus actuellement de la francophonie, comme la Guinée-Bissau et j'en passe. En tout cas, merci de vous avoir rencontré. Et au nom du secrétaire et de moi-même, donc voilà, plaisir de vous revoir demain. Donnez d'abord. Télé 7 a déjà reçu. Oui. Je vois Télé 50, la RTNC. Alors, on donne, nous donnons. Voilà. Bien sûr, défi du Congo, c'est la même chose. Oui, parce que ça, c'est la même chose. Télé 50. C'est la même chose, hein, si vous voulez le... Il faut donner deux chaque fois. Ah bon? Donc, il faut donner à lui et à lui. Et à lui encore. C'est différent? C'est différent. Il y a une chanson. Alors, les archives de l'OIF, peut-être? Voilà. Oui.